L'homme, à force d'intermittence dans ses centres d'intérêt, d'évolution technologique, de changement des mœurs, a fini par penser que tout ce qui l'entourait était soumis à la même intermittence, alors qu'il est sans cesse confronté à l'incroyable constance de la nature. La première fois que j'ai fait un voyage transatlantique, l'avion dans lequel j'étais allait à 900 km/h, dans le même sens que la course du soleil. J'eus la sensation extrême et inédite pour moi, à cause d'un jour qui n'en finissait pas, d'être devenu le figurant d'un film de science-fiction. Dans le sens inverse, mon dérèglement fut encore accentué par le service à bord qui proposa un petit déjeuner 3 heures après nous avoir débarrassé le dîner servi au départ. Le jour se leva pour moi en pleine nuit, après un simulacre de sommeil orchestré par l'extinction puis l'allumage des lumières de l'avion. La découverte d'un soleil qui ne se couche et ne se lève pas pour tout le monde en même temps me donna l'impression d'être devenu un initié. J'accédais à un petit secret de la nature, révélé dans cet avion issu d'une technologie très récente dans l'histoire de l'humanité. Et à cause de cette impression d'être dans le secret des dieux, même si j'ai toujours peur quand je suis en avion, je ressens une vraie jouissance à voler. Je ne me lasse pas d'être au-dessus des nuages, me vis comme privilégié quand je mesure que l'homme, à l'échelle de sa lente évolution, ne vole que depuis une seconde. Je ressens toujours comme un miracle, une fois installé dans le gros porteur, mastodonte comparable à un immeuble sur ces pilotis que sont les trains d'atterrissage, de le voir s'arracher du sol et décoller. Émerveillé, je reste collé au hublot pour regarder sans fin l'aile se détachant sur le ciel. C'est pareil pour le téléphone portable. Je me sens riche de le posséder et de pouvoir m'en servir. Je n'oublie pas que dans mon adolescence, les rares détenteurs d'un téléphone dans leur voiture étaient les PDG. Et si je ne banalise pas cette technologie, c'est parce que je suis conscient des nombreuses strates du progrès technique dont j'ai pu être témoin dans ma vie. L'enfant que j'étais a grandi en entendant encore les sabots du cheval qui tirait la carriole de la laitière rue du Cherche-Midi. J'ai vu mon arrière-grand-mère se laver les mains, se recoiffer et s'habiller comme si elle allait recevoir du monde avant de décrocher le téléphone. Et quand je me retrouve dans une maison avec une vieille télévision surmontée d'une antenne intérieure réglable, mon corps se souvient parfaitement de la façon obsessionnelle d'en chercher la bonne orientation en tournicotant sans fin et dans tous les sens ces deux brins d'acier. Jusqu'à en avoir des crampes, je cherchais à obtenir la moins mauvaise image pour m'accommoder au bout du compte d'un résultat médiocre. Je sais qu'un blackout technologique peut nous replonger dans les temps préhistoriques en ayant oublié le savoir-faire de ceux qui vivaient dans ces temps-là. Les hommes des cavernes avaient pourtant à peu de choses près le même corps, donc les mêmes sensations que les hommes aujourd'hui. Je considère toujours comme magique, en actionnant un simple interrupteur, d'avoir aussitôt de la lumière, en ouvrant un robinet, d'avoir aussitôt de l'eau avec de la pression, et d'avoir une chaudière qui démarre dès que le thermostat lui indique que la température est descendue au-dessous de celle que je lui ai préalablement fixée. Je considère en même temps tous ces avantages comme des acquis fragiles. Le vélo est sans doute l'un des rares outils apportés par la technologie
non dépendant de l'énergie qui survivrait au blackout. Le progrès technique est fait pour rendre l'homme heureux, ou plutôt pour lui faire croire qu'il ne peut pas être heureux sans lui. Les grandes pannes électriques de New York ont donné 9 mois plus tard des dizaines de milliers d'enfants qui n'auraient pas vu le jour sans cet incident survenu 9 mois plus tôt. Au lieu de les concevoir, leurs parents auraient regardé la télévision, retardant le moment d'aller se coucher à cause d'un film ou d'une série, mais aussi à cause de ce jour artificiellement prolongé que permet l'électricité. Et ses parents n'auraient pas eu envie l'un de l'autre, parce qu'à cause de cette même lumière, ils auraient vu qu'ils ressemblaient trop aux photos encadrées sur le mur de leur salon. Comment goûter la vie avec cette intensité qu'avait l'heure de cours, inopinément annulée en raison d'un professeur absent? Une bouffée de liberté nous envahissait au moment de la sortie du lycée. Les grilles étaient devenues soudainement belles, malgré leur peinture verte. Comment accepter qu'un plaisir d'une telle force soit à ce point subjectif? Ce ne sont pas les faits qui sont rebelles au bonheur, mais nous-mêmes, à cause de notre dispositif mental de traitement du réel. Comment accepter que l'optimisme ne soit autre qu'un mensonge qui oriente positivement, et le pessimisme un mensonge qui recouvre tout de désespérance? Pendant les incendies qui éclatent l'été dans le midi de la France, les paysages où le feu vient de passer sont recouverts par les cendres. Tout est gris. Ce paysage unicolore devrait être la vraie sanction de la catastrophe. Pourtant, pour en prendre la dramatique et exacte mesure, il faut faire l'effort mental de résister à la fascination exercée par la beauté des flammes qui continuent là-bas à dévorer la forêt de pins, donnant cette couleur étrange aux rayons du soleil filtrés par la fumée. La vie est belle même quand elle est cruelle. Les photos de guerre qui veulent témoigner de l'horreur recèlent une beauté qui, sourdement, à leur insu, fait de la publicité pour les grands cataclysmes et les tragédies humaines.